Bonsoir, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver ce soir. Bienvenue. Bienvenue à cette 8e édition de la soirée d'information sur le cancer de la prostate. Merci d'être avec nous. Oui, absolument, pourquoi pas. Alors, je me présente, mon nom est Michèle Brisebois, je suis la directrice générale de l'Institut du cancer de Montréal et j'ai le super privilège d'être votre maître de cérémonie ce soir. Alors, ce soir, l'événement, en fait, de ce soir est organisé par le groupe de soutien du cancer de la prostate du CHUM. Et le groupe de soutien, c'est un groupe très important. Il a pour mission d'apporter un soutien moral aux personnes atteintes de la maladie et à leurs proches. Entre autres, ils offrent un soutien téléphonique, des ateliers de discussion et d'information et beaucoup plus encore. Ils sont d'ailleurs toujours à la recherche de nouveaux bénévoles. Si vous souhaitez vous joindre à eux, pour les gens qui sont en direct, l'information, les coordonnées apparaissent au bas de l'écran. Pour les gens qui sont en salle, vous avez en principe les coordonnées, voilà, pour joindre le groupe de soutien. Ce soir, on a des gens en salle, je viens d'en parler, je vous souhaite la bienvenue. On a également des gens qui sont en Facebook Live, donc ça nous permet d'aller vous rejoindre un peu partout dans le Québec. On est très heureux de ça. Merci d'être avec nous. Laissez-moi vous donner un petit aperçu de notre soirée, si vous voulez, avant qu'on débute. Alors d'abord, je vais vous présenter dans un instant 3 conférenciers invités et on va faire un bref tour de table. Ensuite, va suivre une période de questions en rafale posées à nos conférenciers afin d'établir les bases de notre soirée, de notre conversation et pour comprendre ce qu'est le cancer de la prostate. On va vous présenter ensuite 3 capsules témoignages de patients atteints par la maladie. Chaque capsule sera suivie d'une période de discussion entre nos conférenciers qui pourront vous en dire davantage sur les divers cas qui seront présentés. Finalement, nous prendrons du temps avec nos invités pour répondre à vos questions que vous pouvez nous poser donc tout au long de la soirée sur la page Facebook de l'Institut du cancer de Montréal et sur celle du CHUM sous le Facebook Live. Donc, nos modératrices vont s'assurer de nous envoyer les questions pour que moi, je puisse les poser aux conférenciers. Il sera également possible pour les gens en salle de poser vos questions. Donc, vous n'aurez qu'à lever la main et l'une de nos collaboratrices dans la salle se dirigera vers vous pour vous donner un micro. N'hésitez donc surtout pas à poser vos questions et à nous partager les informations en temps réel. Est-ce que ce programme-là vous convient? Oui. Excellent. Alors, allons-y. Je vais m'asseoir. Alors, comme je vous disais, on est très heureux de vous présenter 3 conférenciers, 3 invités de marque avec nous ce soir. D'abord, je souhaite la bienvenue à Dr Zineb Amilou, qui est hémato-oncologue au CHUM et professeur adjoint à l'Université de Montréal. Merci beaucoup. Bienvenue, merci d'être là. Bienvenue également à Dr Carole Lambert, radio-oncologue au CHUM et professeur titulaire à l'Université de Montréal. Merci d'être avec nous. Ça me fait plaisir. Et finalement, Dr Fred Sad, qui est directeur du département de chirurgie de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal et chercheur membre à l'Institut du cancer de Montréal, bien sûr. Alors, merci, Dr Sad, d'être là. Merci. Rapidement, à tour de rôle, pouvez-vous nous indiquer brièvement donc, votre rôle en tant que spécialiste pour les patients qui sont atteints du cancer de la prostate? Alors, moi, je suis uro-oncologue. Alors, je suis urologue de base. Et c'est les urologues, dans la très grande majorité, qui vont faire le diagnostic d'un cancer de la prostate. Alors, mon rôle, ce serait de faire le diagnostic avec mes collègues urologues. Et par la suite, selon l'option thérapeutique, ça va être les urologues qui vont offrir le traitement chirurgical d'opérer les patients atteints de cancer de la prostate et ils vont participer avec mes collègues tout au long du parcours du patient avec un cancer de la prostate. Merci. Dr Lambert? Moi, je suis radio-oncologue, donc spécialisée, entre autres, dans le traitement des tumeurs urologiques, dont le cancer de la prostate fait partie. Moi, je suis une personne qui reçoit les patients une fois qu'ils ont été diagnostiqués par mes collègues uro-oncologues ou urologues, donc après qu'il y a eu des biopsies, puis chez qui on juge qu'un traitement de radiothérapie est une des options possibles qui peut être discutée. Dans un monde idéal, on discute de l'ensemble des options, puis après, avec le patient, on peut prendre une décision sur ce qu'on pense en partenariat avec lui, qui est la meilleure option dans son contexte particulier. Excellent, merci. Docteur Amilou?
Puis, moi, je suis oncologue, donc en fait, je suis spécialisée dans la prise en charge des cancers plus avancés, quand malheureusement le cancer est sorti de la prostate et donc est allé ailleurs, dans d'autres organes ou dans les ganglions, par exemple. Donc, les traitements peuvent être différents, soit par des comprimés ou de la chimiothérapie. Je suis aussi impliquée avec mes collègues dans vraiment la prise en charge globale des patients. On a la chance de pouvoir se voir souvent, de travailler ensemble, d'avoir une réunion tous les jeudis matins. Donc, on peut vraiment parler des différents cas, qui soient localisés ou plus avancés. Merci, Dr. Amilou. Pour bien comprendre les bases puis bien débuter notre discussion, si vous êtes d'accord, je vais me permettre de poser quelques questions en rafale. Donc, d'abord, qu'est-ce que le cancer de la prostate et comment on le diagnostique? Alors, le cancer de la prostate, comme tous les cancers, part d'une cellule qui s'est dérégulée, devenue fou, et a perdu la capacité de rester calme et servir à ceux qui étaient créés pour faire. Et quand ça devient cancéreux, mais ça peut se répandre, et le cancer de la prostate est un cancer qui, par définition, part de la prostate. La façon qu'on va diagnostiquer, on a deux façons principales qui nous laissent suspecter qu'il peut avoir un cancer. Le PSA, le fameux prise de sang qui nous dit qu'il y a un risque plus ou moins élevé d'avoir un cancer. Ce n'est pas un test parfait, mais ça nous indique que le risque est faible ou plus grand selon le niveau. Il n'y a pas de niveau parfait qui dit qu'il y a un cancer, ça ne diagnostique pas. Et le toucher rectal qui demeure essentiel, au moins la première fois, de savoir s'il y a une bosse au niveau de la prostate qui peut laisser suspecter un cancer. Ultimement, le diagnostic se fait par une biopsie, où ce qu'on va mettre une aiguille dedans, prendre des cellules et analyser au microscope, et on travaille avec nos pathologistes qui vont nous dire oui, il y a présence de cancer, ou non, le PSA est élevé pour d'autres raisons qu'un cancer de la prostate. Est-ce que le cancer de la prostate est un cancer qui est fréquent? Je peux peut-être prendre la question. C'est un des cancers les plus fréquents, puis on le voit d'année en année dans les statistiques du cancer, que ce soit au Canada, aux États-Unis ou dans les autres pays. Le cancer de la prostate revient toujours parmi les premiers, avec le cancer du poumon, le cancer du côlon, le cancer du sein chez la femme. C'est le cancer qu'on trouve le plus chez les hommes aussi. Donc oui, c'est un cancer qui est assez fréquent, mais fort heureusement, un cancer, on a appris à traiter de mieux en mieux. Donc on le voit vraiment qu'il y a une baisse dans la mortalité du cancer depuis les dernières décennies. Peut-être parce qu'on les diagnostique plus tôt, mais aussi parce qu'on a plus de développement de traitement, puis qu'on traite mieux nos patients avec un cancer de la prostate. Quels sont, peut-être, Dr. Lambert, quels sont les symptômes du cancer de la prostate? Très souvent, c'est sournois, il n'y en a pas. Parce qu'on s'en rend compte dans un bilan annuel, dans un examen clinique ou par une prise de sang demandée de routine par le médecin de famille. Parfois, on peut avoir des symptômes liés au fait que la prostate laisse passer l'urètre par lequel se vide la vessie. Donc, si la prostate augmente de volume parce qu'il y a de la tumeur à l'intérieur, ça peut presser sur l'urètre. Donc, on peut avoir plus de difficultés à bien vider la vessie. On peut avoir une sensation d'avoir envie plus souvent, de façon un peu plus urgente. Mais il faut comprendre que ces symptômes-là, la plupart du temps, sont liés à autre chose qu'un cancer de la prostate. Donc, ce n'est pas parce qu'on a ces symptômes-là que c'est nécessairement un signal de grande alarme de cancer, mais ça peut se présenter comme ça ou être totalement asymptomatique. Est-ce qu'il y a des facteurs de risque liés au cancer de la prostate? Alors, le facteur de risque principal, c'est inévitable, c'est de vieillir. Alors, c'est un cancer qui augmente tout au long de la vie d'un homme. Si quelqu'un sait comment pas vieillir, dites-le moi, parce que ça va réduire le risque de cancer de la prostate. Alors, si on vit assez longtemps, malheureusement, le risque de cancer augmente. Heureusement, si on commence un cancer de la prostate très tardivement, les risques d'en souffrir est relativement faible. Mais les facteurs de risque autres que le vieillissement, la race joue un rôle. On ne comprend pas exactement, mais des gens de race noire sont plus à risque de cancer de la prostate.
Ça se peut que ce soit des facteurs environnementaux, diète, etc. Mais on pense qu'il y a quelque chose de génétique. Parlant de génétique, il y a des patients qui ont un gène qui prédispose au cancer. Comme pour le cancer du sein, le même gène existe chez l'homme, le BRCA, le gène pour le cancer du sein, existe chez l'homme aussi. Alors, il y a des familles qui sont très prédisposées de faire des cancers. Et généralement, c'est des cancers qui peuvent être plus agressifs que quand on n'a pas ce gène-là. Et l'autre facteur, c'est hérédité. Alors, si dans la famille, il y a du cancer de la prostate chez le père, les frères, le risque de cancer augmente avec chaque personne de plus qu'il y a dans la famille. Et même le cancer du sein, il y a un certain lien. S'il y a du cancer du sein, il semble avoir plus de cancer de la prostate dans les mêmes familles. On ne sait pas si c'est héréditaire ou les diètes qui sont les mêmes à l'intérieur d'une même famille, mais la diète semble possiblement jouer un rôle. Les diètes riches en gras animal semblent augmenter le risque. Et dans les pays riches, les pays qui mangent beaucoup de gras animal, statistiquement, on trouve plus de cancer de la prostate. Ce n'est pas établi 100% le lien, mais c'est un facteur qu'on suspecte joue un rôle. Vous parlez de diète, d'alimentation. Est-ce qu'il y a des façons de prévenir le cancer de la prostate? C'est sûr que, par opposition, s'il y a des facteurs de risque reconnus, si on diminue ces facteurs-là dans notre vie, ça va nous aider. Comme pour tous les cancers, si on est très actif, on s'alimente bien, on a une bonne hygiène de vie, tabac, tout ce que vous connaissez là, qui fait partie d'une bonne hygiène de vie. C'est vrai aussi pour le cancer de la prostate que ça aide, mais une chose est sûre, c'est pas parce qu'on a un diagnostic de cancer de la prostate qu'on a fait quelque chose de pas correct puis qu'on a donc à se sentir coupable de ne pas avoir pu le prévenir. Là. C'est des éléments qui ont une influence, on peut s'aider. Mais ce n'est pas ça qui va nécessairement être définitif. Là. Il y a des gens qui font tout ce qu'il faut, puis ils vont quand même avoir ce diagnostic-là. C'est important ce que vous dites. Donc, faire attention, mais si ça arrive, il ne faut pas faire des liens de cause à effet direct. Là, ça peut être dangereux. Effectivement. OK. En fait, là, vous parliez d'hérédité tantôt. Là, vous m'avez devancé, c'était une de mes questions. Mais donc, est-ce que si le facteur d'hérédité est un facteur réel, c'est une question que je me permets, moi, si vous êtes tous d'accord. Je sais que dans le cancer du sein, par exemple, si on a une mère qui a eu un cancer du sein, on va vouloir que la jeune femme passe une mammographie à partir d'un certain âge. Est-ce qu'au niveau du cancer de la prostate, c'est le même principe? Ben justement, mon collègue a parlé effectivement de cancer de prostate héréditaire. Donc, il faut savoir que c'est quand même un pourcentage minime de cancer de prostate. Donc, ce ne sont pas la majorité des cancers de la prostate qui sont héréditaires. Les patients sont souvent surpris quand ils viennent dans le bureau, puis on leur demande vraiment une histoire familiale plus étendue. On regarde les sœurs, les mamans, les papas, les grands-pères, parce que ça peut justement nous donner ces indices-là. Pour répondre à la question directement, c'est sûr que si on a une histoire familiale, donc un patient qui vient nous voir, il dit mon père a eu un cancer de prostate à tel âge, mon frère, ou un cancer du sein chez une sœur ou chez une mère, on va probablement dépister ces patients beaucoup plus tôt. Donc le dépistage pour le cancer de la prostate, il y a beaucoup de questions sur ça. Est-ce que tous les hommes devraient avoir un PSA? Devraient avoir un dépistage. C'est sûr que s'il y a une histoire familiale, ces patients-là, on va vouloir les dépister plutôt avec la prise de sang et le toucher rectal, comme il a dit mon collègue. Mais il n'y a pas d'examen comme la mammographie qui va être demandé pour les patients. Maintenant, la génétique, une fois qu'on sait qu'un cancer de prostate est héréditaire ou qu'il y a une anomalie génétique, ça peut nous aider pour les traitements, dont on pourra parler plus tard aussi. Bien, vous me mettez la table de belle façon. Avant qu'on passe à notre première portion vidéo, j'aurais une question à vous poser. Ça s'adresse à vous trois. Quand on a un diagnostic de cancer de la prostate, quelles sont les options de traitement standard qui existent actuellement? Alors, les options vont naturellement dépendre du stade de la maladie. Alors, quand on est diagnostiqué, on parle de cancer de la prostate, mais ce n'est pas quelque chose d'homogène. On peut avoir un cancer de la prostate qu'au diagnostic est un grade faible. Et quand on parle de grade faible, on cote ça sur 10.
6 sur 10, c'est pas mal le plus faible qu'on peut diagnostiquer. Et un 6 sur 10, aujourd'hui, pour quelqu'un qui a un PSA qui est en bas de 10, c'est un cancer qui est à très faible risque de donner des problèmes dans les 10-15 prochaines années. Alors, étonnamment, on va parfois pas traiter le patient, faire un suivi pour être sûr que ça ne progresse pas. Malheureusement, tous les cancers ne sont pas des cancers qu'on peut suivre. Et plus que le cancer est agressif dans le grade au diagnostic au microscope, plus qu'on va être agressif. Alors, si un patient est pris avec un cancer localisé, mais là, l'urologue peut recommander soit la chirurgie, l'ablation complète, la prostatectomie radicale. Ce n'est pas la même opération pour quelqu'un qui a de la misère à faire pipi. Ça, on va des fois juste gratter l'intérieur pour débloquer le chemin. Quand on veut guérir d'un cancer, il faut enlever toute la prostate, l'enveloppe et reconnecter la vessie avec l'urètre pour rétablir la continuité. C'est une chirurgie plus majeure, mais qui se fait de façon routinière. Et ça, c'est une des options thérapeutiques pour quelqu'un qui est pris avec un cancer localisé, qu'on s'inquiète qu'il pourrait progresser assez pour donner des problèmes et éventuellement se métastasier. Et ça, c'est une des options qui pourrait être donnée. Là, je laisserai ma collègue parler de l'autre option qu'on doit toujours discuter avec chaque patient. Donc, l'autre option, c'est par la radiation. Puis, quand on parle de radiation, il y en a deux grands types. La radiation qu'on dit externe, donc le patient est couché sur la table, il vient entre 5 et 20 à 25 fois en général au département, puis le nombre de traitements dépend de toutes sortes de facteurs propres plus à l'anatomie du patient et certains autres détails. Mais en gros, il vient plusieurs fois et là, il y a des rayons qui sont envoyés chaque jour à la prostate et possiblement des fois aux vésicules séminales qui sont tout près de la prostate, des fois aux ganglions aussi où peuvent s'être échappées quelques petites cellules. Donc, on va envoyer de la radiation sur ces régions-là. Une autre option, en général pour des patients avec des maladies plus précoces, moins agressives, c'est de faire ce qu'on appelle de la curithérapie ou brachytherapy en anglais. C'est d'aller déposer des sources radioactives à l'intérieur de la prostate. Puis là, la radiation va venir vraiment à partir des sources qui sont internes. Donc, c'est deux traitements différents. Pas tous les patients sont candidats à ce qu'on appelle la curithérapie. Encore là, il y a des facteurs anatomiques, de symptômes et tout ça. Puis, finalement, il y a la possibilité d'avoir une combinaison des deux. C'est-à-dire, on fait une portion du traitement à l'aide de sources qui peuvent être pas déposées dans la prostate, mais voyager à travers des cathéters ou des petits tuyaux qui sont implantés dans la prostate. Et ça donne une portion du traitement par l'intérieur, puis on complète avec une portion de traitement par l'extérieur, donc la radiothérapie externe. Ça permet parfois de pouvoir augmenter la dose à la prostate en diminuant la radiation totale qui va être donnée à la vessie ou au rectum qui sont placés juste à côté. En gros, c'est les modalités qu'on peut retrouver dans ma spécialité. Merci, Dr. Lambert. Je vous disais qu'on... Oh, je m'excuse. Allez-y, je vous en prie. Il n'y a aucun problème. Donc, de mon côté, les traitements qu'on peut offrir sont pour les patients dont la maladie s'est répandue, à donner ce qu'on appelle des métastases. Donc, comme on le disait, fort heureusement, la majorité des gens avec un cancer de la prostate dans nos pays vont être traités par mes collègues, soit observés ou opérés ou avoir de la radiation. Quand des fois le cancer revient à l'extérieur de la prostate, la plupart du temps, il va se répandre dans les ganglions et dans les os. Des fois, il peut se répandre ailleurs. Ou des fois, on a des patients qui, dès le début, encore là, sans qu'il y ait de facteurs de risque particuliers, donc dès le début, ils vont arriver avec un cancer répandu. Pas parce qu'ils ont mal fait ou qu'ils n'ont pas fait leur prise de sang ou qu'ils n'ont pas eu leur suivi. C'est quelque chose qu'on voit dans tous les pays, donc un cancer d'emblée métastatique.
À ce moment-là, nos traitements sont vraiment différents. Donc, on a des traitements par comprimés. L'hormonothérapie, dont on va parler, je sais que c'est un traitement important en cancer de prostate avec des effets secondaires qui peuvent déranger nos patients. Il y a des comprimés qui jouent encore sur l'hormonothérapie. Il y a la fameuse chimiothérapie dont on parle beaucoup en oncologie. On a des traitements aussi en médecine nucléaire avec nos collègues qui vont encore utiliser la radioactivité. Des traitements plus anciens, des traitements plus récents aussi qui ont été développés. Puis on a des traitements aussi qui vont aller viser la génétique du cancer. Donc pour ces patients-là qui ont un cancer héréditaire ou un cancer qui a changé au niveau de sa génétique. Donc on a vraiment différents traitements qu'il faut savoir utiliser avec nos patients au meilleur moment. Excellent. Merci. Merci, Dr. Amilou. Donc je vous disais qu'on avait des témoignages à vous présenter ce soir. On va procéder au premier témoignage, si vous voulez bien. Alors, je tiens à remercier d'entrée de jeu les 3 personnes qui ont accepté de nous livrer leurs histoires. Et ces 3 parcours, vous allez voir qu'ils sont très différents. Donc, on débute avec le parcours de M. Luc Meyer. Je n'avais pas de symptômes. Ma PSA était autour de 4, un petit peu moins de 4 au niveau de la PSA, ce qui est très, très, très bas. Donc, il n'y a pas raison de douter ou de soupçonner un cancer. Et à force d'insister, parce que ça faisait quand même de nombreuses années que je n'avais pas été testé ou quoi que ce soit, on a fait des tests et on était plus loin dans les tests. Et on m'a référé à un spécialiste. Il y a eu des biopsies. Puis, bon, c'était la révélation. Retour chez le docteur, le spécialiste, l'urologue, oncologue, qui me dit, écoutez, vous avez un cancer agressif. C'est pas une bonne nouvelle, mais c'est quand même un cancer qui se traite relativement bien. Vous avez des traitements comme la radiothérapie ou l'hormonothérapie, mais je vous laisse ça entre vous. Je vous laisse même le livre du Dr Saad là, à titre de référence. Donc, le traitement a été du côté de l'hormonothérapie, de la radiothérapie. J'ai été opéré, j'ai eu la prostatectomie radicale, on m'a tout enlevé. Donc, la prostate, les ganglions lymphatiques, puis nerfs érectiles. Et puis, j'ai suivi la radiothérapie, comme 3 mois à peu près, je pense. Et sans douleur, en fait, ça a bien été, bien suivi par un radio-oncologue du CHUM. Et l'hormonothérapie sur 6 mois. On m'a demandé la permission d'utiliser ma prostate pour, dans le cadre de recherche future et tout. Bon, j'ai accepté. On m'a, par contre, bien indiqué que les recherches allaient vite de ce côté-là. Puis moi, je me suis dit, parfait, si je peux aider dans un sens ou dans un autre. Je suis fier de dire que je suis un patient partenaire pour, dans le cadre du cancer de la prostate. Bon, c'est de mon côté, c'est le petit effort que je fais pour aider les gens, peut-être, des gens de la recherche qui auraient des questions à poser à des patients qui ont vécu ce traumatisme. Je pense que c'est mon petit bout que je puisse faire pour la recherche. Hello, on m'entend? Oui. Merci, M. Meyer. Dr Saad, qu'est-ce qu'on peut retenir du témoignage de M. Meyer? Alors, c'est sûr que c'est une histoire qui raccourcit au maximum, mais ce qu'on peut retenir, c'est que le PSA ici était légèrement élevé ou à la limite autour de 4. Alors, il n'y a pas de chiffre magique, mais autour de 4, on pouvait dire que peut-être il y avait un cancer de la prostate. Ce qu'on va regarder dans le PSA, c'est le chiffre, mais aussi le changement d'une année à l'autre. Alors, si quelqu'un passe de 1 à 4 à l'intérieur d'un an, c'est un peu plus inquiétant que quelqu'un qui reste stable. Alors, dans l'histoire ici, le PSA n'était pas tellement élevé, mais la décision a été prise d'aller plus loin. Et quand on parle d'aller plus loin, c'est de faire des prélèvements pour savoir si oui ou non il y avait présence de cancer. De façon surprenante, c'était un cancer agressif avec un PSA à 4. Alors, c'est là où le PSA nous aide beaucoup, mais il n'est pas parfait. Et avec un cancer qui était agressif, ici, il y a eu une chirurgie qui était un choix tout à fait acceptable chez un patient qui est jeune, en bonne santé. Il aurait pu aller vers une radiothérapie et hormonothérapie. Finalement, il y a eu la chirurgie et avec l'histoire, il semblait avoir peut-être du cancer qui restait après la chirurgie. Et en travaillant ensemble, on réussit, dans la majorité des patients, de ramener le cancer en rémission à l'aide de radiothérapie et hormonothérapie. Alors, le parcours ici est tout à fait compatible avec ce qu'on voit chez un patient qu'on ne pouvait pas lui offrir une surveillance active. Parce que clairement, quand la biopsie montre que c'est un cancer agressif, ce qu'on ne veut pas, c'est manquer l'espoir de guérir quelqu'un.
Et là, le suivi se fait avec des PSA régulièrement pour être sûr que le cancer... Alors, une fois que le cancer est traité, le PSA devient extrêmement fiable. S'il reste à 0 ou indétectable, ça nous dit que le cancer est sous contrôle. Et on n'a pas besoin de faire d'autres tests. C'est très fiable une fois que le patient est traité. Et les patients nous demandent souvent, mais pourquoi tester le PSA? J'ai plus de prostate. Mais c'est une question tout à fait logique parce que le PSA vient de la prostate. Mais les cellules de la prostate ou les cellules cancéreuses de la prostate peuvent être n'importe où dans le corps et ils vont produire du PSA. Alors, c'est souvent le premier signe qu'il y a des cellules quelque part qui ne devraient pas être là si le PSA monte et qu'on a déjà enlevé la prostate. Et c'est là où nos collègues vont travailler avec nous ensemble pour essayer de voir si on peut le ramener en rémission et même espérer une guérison dans ces stades-là. Le défi en post-opératoire, hein, quand on reçoit les patients qui ont été opérés, parfois l'APS est allé à 0, parfois non, il est allé presque à 0, mais pas tout à fait, ou il s'est remis à augmenter malheureusement après avoir été indétectable. Bien, à ce moment-là, c'est là que nous, on intervient. C'est pas toujours... ce qui est bien avec l'APS ou le PSA, là, si c'est en français ou en anglais, on peut entendre les deux. C'est bien parce qu'on le sait rapidement, mais le pendant négatif, c'est que c'est microscopique quand les chiffres sont très, très bas. Fait qu'on ne peut pas toujours être sûr à 100% que l'endroit où on va envoyer nos rayons vont nécessairement attraper les cellules qui sont responsables de l'augmentation de l'APS. On le sait de façon indirecte, on a quand même de l'expérience là, dans le traitement de ces patients-là, que la plupart du temps, c'est là où était la prostate ou dans les ganglions autour, mais il peut arriver qu'on vise ces endroits-là et que malheureusement, l'APS s'élève quand même après parce qu'on n'a pas nécessairement toujours vu où étaient les cellules quand on veut faire ce qu'on appelle un rattrapage, là, qu'on veut ramener le patient en rémission. On veut le faire le plus rapidement possible, donc on fait des traitements parfois en se fiant aux probabilités. Puis les choses, un concept qui est des fois difficile à comprendre, c'est quand le patient vient puis qu'il y a de la radiothérapie sur sa prostate, on peut le faire en 5 séances, parfois en 20 séances si la prostate est plus grosse ou il y a plus de symptômes. Mais quand on vient après une chirurgie, là, tout d'un coup, c'est 33 séances de traitement. Puis on se dit, bien là, pourquoi là, il n'y a plus de prostate? Pourquoi on en fait plus? En fait, l'idée, c'est que quand on traite la prostate, bien, on traite juste des cellules qu'on veut détruire ou pratiquement parce qu'on vise les cellules de cancer, tandis que quand la prostate est enlevée, bien, on traite une région à risque qui inclut surtout des bonnes cellules. Donc, on ne veut pas les abîmer. Puis si on donne des trop grosses doses à chaque séance, on risque d'avoir plus d'effets secondaires. Donc, on est obligé d'étirer la radiothérapie sur plus de semaines pour donner des plus petites doses. Puis là, les bons tissus ont le temps, d'une journée à l'autre, avec des plus petites doses, de se réparer. Et pour une même dose totale, le corps le tolère beaucoup mieux. Donc, ce n'est pas parce qu'on donne plus de doses, c'est vraiment parce qu'on l'étale pour une meilleure tolérance. Puis on combine avec l'hormonothérapie souvent pour avoir comme plus qu'une façon d'attaquer le cancer. Puis ce qu'on a vu, c'est qu'on avait des meilleurs résultats pour certaines catégories. Là, il y a des critères qui font en sorte qu'on va offrir les 2 traitements combinés. Parce qu'il y a comme une espèce d'effet additif ou qu'on dit synergique, là, que quand on donne les 2 en même temps, on a plus qu'une façon d'attaquer le problème. Donc, on a de meilleures chances d'arriver en rémission par la suite. Donc, Dr Lambert, je comprends bien, c'est pas juste différentes options de traitement, c'est même une façon différente de l'administrer, dépendamment du cas, là. Donc, c'est vraiment ça aussi. Donc, chaque cas est unique, finalement. C'est ça. Fait que c'est bien... Il y a des patients qui arrivent et ils disent, bien, mon voisin a eu ça de telle façon. Comment ça se fait? Bien, ça dépend. Exactement. C'est pas parce qu'on aime mieux un patient qu'un autre. Là. C'est pas par... Faites bien de le tout égal. Docteur Amilou? Exactement. Ben, pour le cas de M. Meyer, puis merci pour son témoignage,
Alors, je n'aurais pas eu à intervenir, mais on peut peut-être en profiter pour parler d'hormonothérapie. Donc, c'est vraiment un traitement que beaucoup de gens, peut-être dans l'audience, connaissent. Mes collègues en ont parlé. Le cancer de prostate se nourrit de testostérone. Donc, quand on parle d'hormonothérapie, en fait, ce qu'on va vouloir, c'est d'aller couper la testostérone pour l'empêcher d'aller rentrer puis de nourrir le cancer de la prostate, donc la cellule cancéreuse. Donc, nos patients, en fait, dès qu'ils vont nous voir, surtout quand la maladie est plus avancée, on va leur commencer ce traitement-là qui est par injection. Et ça va être un traitement qui, quand la maladie est plus localisée avec la radiothérapie, il va se faire sur une période plus courte. Quand la maladie est répandue, ça va être un traitement qu'on va garder pour toute la vie. Donc, c'est vraiment la base de notre traitement. On est conscient que c'est un traitement qui amène des effets secondaires. Hein. Donc, les gens se plaignent beaucoup de bouffées de chaleur. Malheureusement, oui, effectivement. Des bouffées de chaleur, un peu de fatigue. Il faut surveiller aussi la santé du cœur avec ça. Il faut faire attention à sa tension artérielle, au diabète. Donc, oui, on traite le cancer de la prostate, mais il ne faut pas oublier de traiter aussi notre santé en général. Plus on reste en forme, plus on va pouvoir tolérer les traitements pour le plus longtemps possible. Et l'hormonothérapie, en coupant le testostérone, naturellement, vous pourrez imaginer, si on n'a pas de testostérone, le goût sexuel baisse aussi. Alors, le libido est secondaire à ça, les érections. Alors, il y a beaucoup de conséquences, mais on ne fait jamais de gaieté de cœur. Mais c'est la base de tous les traitements qui ont vraiment changé l'optique et l'espérance de vie des gens qui sont malheureusement pas pris à un stade où on peut simplement le guérir. Alors, il y a beaucoup de conséquences, mais il faut voir le côté positif. Et le prix Nobel a été gagné quand la découverte a été faite que c'était vraiment le traitement le plus efficace pour un cancer qui est attrapé tardivement. Et je veux juste dire un mot. Pour les patients qui ont une rechute de la maladie, le PSA se met à monter. Ce n'est pas la mort à tout prix. Il y a des patients qui montent leur PSA tellement lentement qu'on ne traite même pas, ni avec radiothérapie, ni avec hormonothérapie. Alors, on regarde la vitesse à laquelle elle monte, nous indique à quel point le cancer est agressif. Alors, des fois, les patients vont voir leur PSA monter, on va leur dire, on peut attendre. Ce n'est pas une urgence et on va attendre pour commencer des traitements. Alors, c'est vraiment, quand on parle de personnaliser les traitements, cancer de la prostate, on a fait beaucoup d'avance. Tout le monde n'est pas traité de la même façon. On essaie d'individualiser. Ça complique les choses, mais c'est pour le bien des patients qu'on essaie de personnaliser le cas par cas pour voir qu'est-ce qu'on pense est le mieux pour les patients. C'est donc vraiment important de discuter avec son médecin, au lieu de prendre l'histoire de son voisin, comme vous dit, Dr Lambert, de dire je vais préparer mes questions puis je vais les poser à mon médecin parce que mon cas à moi, c'est mon cas à moi. Donc, important. Si vous êtes d'accord, on va passer à notre deuxième témoignage. Alors, le témoignage de M. Kwame Kouakou, qui, dans son cas, a bénéficié aussi de la recherche sur le cancer. J'ai appris le diagnostic du cancer de la prostate par un bilan de santé globale dans lequel on a découvert un taux élevé de PSA, à la suite duquel on a fait une biopsie et on a découvert que j'avais le cancer de la prostate. Mon parcours médical a été fait en plusieurs étapes et j'ai aussi bénéficié des études sur le cancer de la prostate. D'abord, les médicaments, j'ai eu à prendre une injection aux 12 semaines d'un produit qu'on appelle le Trestar et que je continue de prendre d'ailleurs aujourd'hui. Ensuite, l'équipe médicale du CHUM m'a proposé l'étude Prosper qui consiste à l'utilisation des pilules qu'on appelle enzalutamide. Et après cette phase, on m'a proposé de passer à une phase suivante qu'on appelle l'étude Splash, qui consiste à une injection de produits radioactifs qu'on appelle le lutécium. Aujourd'hui, je vais bien, ma santé est relativement stable, je peux faire tout ce que je veux, je fais du sport, on prend des grandes marches, puis je n'ai aucune douleur. Je pense que tout ça est dû aux études auxquelles j'ai participé, et même s'il y a des inconvénients, je pense que les bénéfices sont plus importants que les inconvénients que j'ai eus. C'est
C'est un beau message, ça. Merci. Merci, M. Kouakou. Docteur Lambert, qu'est-ce qu'on peut retenir du témoignage de M. Kouakou, de son histoire? Bien, ce qu'on comprend, qui n'est pas nécessairement dit de façon explicite, mais le patient s'est présenté avec une maladie qui était déjà métastatique, donc il y avait déjà des cellules cancéreuses dans d'autres organes que sa prostate, donc il a d'emblée eu un traitement qu'on dit systémique, donc qui traite la maladie partout dans le corps. Le produit dont il parle, c'est la fameuse hormonothérapie, l'injection à toutes les 12 semaines. Puis, il a participé au protocole de recherche. Je vais laisser mes collègues en parler. De nos jours, juste une petite particularité qui concerne la radiothérapie. Quand j'ai commencé ma pratique, il y a déjà 20 ans, on ne faisait pas de traitement de radiothérapie à la prostate quand les patients avaient de la maladie qui était à l'extérieur de la prostate, même quand il y en avait juste dans un ganglion ou un endroit dans les os, on n'avait pas de preuve qu'il y avait un bénéfice d'aller traiter la prostate, puis on craignait qu'il y ait plus d'inconvénients que d'avantages. Mais il y a une étude récemment qui a montré que quand la maladie est étendue, mais pas étendue de façon très importante, qu'on a un bénéfice d'aller traiter l'endroit où il y a le plus de cellules cancéreuses, là d'où ça origine. En fait, le bénéfice d'en détruire une grande majorité, c'est qu'après, quand on donne des traitements de longue durée, bien, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a moins de cellules qui vont développer une résistance rapidement. Donc, s'il y a moins de cellules, le traitement qu'on va donner va être efficace plus longtemps. Donc, de nos jours, on peut considérer des traitements à la prostate, même chez des patients qui arrivent avec une maladie un peu plus étendue. Docteur Amilou, est-ce que vous aviez un complément? Tout à fait. Bon, on peut continuer de parler de l'histoire de M. Kouakou, effectivement. Monsieur nous a dit qu'ensuite, il a eu un protocole de recherche. Il a parlé de Prosper, il a parlé d'enzalutamide. Donc, ces comprimés, maintenant, existent depuis une dizaine d'années et ont vraiment changé la façon dont on traite le cancer. Dans le cas de M. Kouakou, le cancer n'était même pas encore métastatique. Puis en fait, ce que l'étude nous a démontré, c'est qu'en donnant les médicaments, alors qu'il n'y a même pas encore de métastase, on peut retarder le moment où la métastase va arriver. Et en plus, les gens vivent plus longtemps avec la maladie. Donc cette étude-là, l'étude Prosper, et avec d'autres études qui ont été faites, ont changé la façon dont on traite le cancer de la prostate. Et ceci remonte à il y a seulement 3 ou 4 ans. Donc les choses avancent très rapidement. Et ça, c'est grâce à la recherche, hein? Je vais me permettre de le dire. Ça, c'est grâce à la recherche. Oui. Parce que ce qui est décrit ici, c'est malheureusement ce qu'on voit souvent. Il a pris des hormones et le Prosper, c'est des gens, malgré les hormones, le PSA se met à monter. On appelle ça une résistance à la castration. Je vous garantis, on essaie de changer la façon qu'on décrit ça, là. Mais pour l'instant, c'est résistance à la castration parce que quand on donne l'hormonothérapie, c'est castré. Alors, on parle de résistance à la castration. Ça veut dire que le PSA monte malgré que le testostérone est très bas à un niveau castré. Et jusqu'à récemment, on pouvait juste traiter les gens qui avaient des métastases, mais l'étude que mon collègue a décrite prospère. Et on avait 3 autres études. Alors, 3 études avec 3 molécules différentes, l'enzalutamide, apalutamide, darolutamide, ont tous montré qu'on pouvait retarder les métastases dans un environnement où on ne voit pas des métastases, mais que le PSA monte malgré la castration. Alors, ça s'est amélioré par rapport à attendre les métastases, ce qu'on faisait jusqu'à tout récemment. Il fallait attendre qu'il y ait des métastases pour pouvoir traiter. Les patients trouvaient ça illogique, mais on ne pouvait pas donner un médicament qui coûte 3 500 $ par mois sans avoir la preuve que ça vaut la peine de le donner plus tôt que d'attendre les métastases tant qu'on n'avait pas fait les études. Et c'est une phase cruciale pour faire approuver des nouvelles thérapies tout au long que vous allez entendre. C'est le parcours d'approuver parce que ce n'est pas, même si ça a l'air logique, il y a des études qu'on a faites, qu'on a dit c'est tout à fait logique, que malheureusement ont échoué
Et on a réalisé que, finalement, ce médicament-là, qui nous semblait logique, n'a pas donné les résultats qu'on aurait espérés. C'est plate, mais c'est grâce aux patients qu'on apprend comment faire. Mais dans ce cas-ci, ça nous a permis de comprendre qu'il y avait possibilité d'agir plus vite dans certains cas. Excellent, merci beaucoup. Je vais vous proposer qu'on passe maintenant à notre troisième témoignage. Donc, on va écouter M. Fernand Simoneau. En 2016, une visite chez mon médecin de famille, il me fait part des résultats. Il remarque que le taux de PSA sur la prise de sang est beaucoup trop élevé. Il me demande d'attendre 6 semaines, comme le protocole le veut, d'en passer une deuxième. Et cette deuxième-là, le PSA a augmenté avec importance encore. Il dit, ben là, il faut aller voir un urologue spécialisé. Puis, fait que moi, je lui dis, trouvez-moi le premier urologue disponible. Je me suis retrouvé à Saint-Jérôme. Et puis là, premier examen qu'on me demande de passer, c'est une biopsie. Sur 10 biopsies, on avait 4 à 6 et 6, elles, qui étaient à 9. Donc, c'était vraiment important, urgent de procéder assez rapidement. J'avais choisi de faire de l'ablation de la prostate. J'avais fait l'entrée à l'hôpital de Saint-Jérôme. Et puis, quelques jours avant l'entrée, l'urologue m'appelle. Et puis, c'était pour m'annoncer qu'il n'y aurait pas d'opération ayant des métastases dans le dos. Suite à ça, je me suis fait un peu beaucoup à l'idée. Il y a ma fille qui est arrivée puis qui me disait, tu pourrais peut-être aller chercher une deuxième avis. Fait que là, je me suis dit, je vais y faire plaisir, je vais. Et puis, c'est là que, à cause de cette deuxième avis, je suis tombé avec le docteur Saad. Dans un premier temps, il m'a confirmé qu'il n'y avait pas possibilité d'opérer. Il fallait y aller par Iligar, hormonothérapie. Et il m'a aussi surtout proposé un protocole de recherche. Tout ça, c'est chimio combiné à l'Iligar. À la fin de la chimio, j'ai commencé les pilules du protocole, que je continue encore, puis que je vais continuer probablement toute ma vie. Puis la combinaison des trois, elle est vraiment formidable parce que je me porte très, très bien. PSA toujours à peine perceptible, aucun séquelle, aucune douleur. Il y a quelques mois, j'ai appris que je n'ai plus aucune métastase. Elles sont complètement disparues. Je me porte comme si j'avais eu de cancer de prostate. C'est plein d'espoir, hein, ça? On aime ça, entendre ça. Docteur Amilou, qu'est-ce qu'on peut retenir du témoignage de M. Simoneau? C'est un témoignage qui est très inspirant. Alors, depuis tout à l'heure, depuis le début, je disais que fort heureusement, dans nos pays, on diagnostique le cancer de prostate localisé. Maintenant, on a des gens comme M. Simoneau qui se présentent avec un cancer de prostate déjà répandu, déjà métastatique. Puis effectivement, tout à l'heure, on parlait de symptômes, de présentation. Comment est-ce qu'on peut savoir qu'on a un cancer de la prostate? Mais c'est vrai qu'un des symptômes qu'on retrouve le plus souvent quand le cancer est répandu, c'est des douleurs osseuses, des douleurs dans le dos ou ailleurs. Encore là, bien sûr, on peut avoir mal au dos pour tout plein d'autres raisons, mais si on parle vraiment du cancer de la prostate. Puis, le cas de M. Simoneau illustre à quel point il y a eu des avancées en cancer de prostate. Il n'y a pas un an, je pense, où on n'a pas un de nos gros congrès d'oncologie où il n'y a pas une avancée de plus, un traitement de plus pour ces gens-là qui ont une maladie métastatique dès le début. Pour parler un petit peu plus en détail de son traitement, donc il disait, M. Simoneau, qu'il avait eu seulement de l'Eligard au début. Donc ça, c'est la fameuse hormonothérapie. Et je vous dirais que jusqu'en 2016, c'est tout ce qu'on faisait. Donc les patients venaient avec un cancer métastatique répandu, on leur donnait de l'hormonothérapie et on attendait que les métastases se développent encore. Et c'est là qu'on rajoutait de la chimiothérapie. En 2016, il y a des études importantes aux États-Unis, en Angleterre, qui ont inclus des milliers de patients qui nous ont démontré que quand on donnait la chimiothérapie dès le début, les patients vivaient encore plus longtemps avec le cancer de la prostate, même s'il était répandu. Et en 2017, c'est encore les pilules qu'on a rajoutées pour venir encore faire vivre nos patients plus longtemps avec le cancer de la prostate. Et dans le cas de M. Simoneau, donc, qui a participé à l'étude la plus récente en cancer de la prostate métastatique,
C'est seulement depuis 2022 que nous avons les résultats finaux. On sait maintenant que quand on donne les 3 médicaments, donc l'hormonothérapie, la chimiothérapie et les pilules, les patients vivent encore plus longtemps. On retarde le moment où les métastases vont revenir. Et ce qui est très important à travers tout ça, c'est en préservant la qualité de vie. Ça, c'est très important. Quand une maladie est métastatique, quand le cancer est répandu, c'est toujours un bénéfice entre les effets secondaires des traitements, l'efficacité du traitement, mais la qualité de vie est très importante pour nous en oncologie. Je trouve ça très important ce que vous dites. Puis je me dis, oui, définitivement la qualité de vie, mais donc ça veut dire que quand on entend métastase, il ne faut pas penser que les options sont réduites ou que c'est la fin. Là. Il y a plein d'autres choses et la recherche fait qu'il y en a de plus en plus. Ça avance vite, là. Je ne me trompe pas de penser ça. Tout à fait, tout à fait. C'est sûr que c'est toujours un diagnostic, c'est un choc. On reçoit les patients dans le bureau. Des fois, ils l'ont déjà su avant. Des fois, on leur annonce donc, que le diagnostic, que le cancer est répandu. C'est un choc tout à fait compréhensible et dont on va toujours se rappeler. Mais ce qui est important, effectivement, c'est de leur exposer comment les choses avancent, comment les différents traitements sont là et comment on va les utiliser avec eux de la meilleure façon pour pouvoir préserver la qualité de vie et les faire vivre le plus longtemps possible avec la maladie. Donc, chaque cas est unique, il faut... Tout à fait. M. Simoneau, c'est un bel exemple de qu'est-ce qu'on peut espérer. Malheureusement, ce n'est pas toujours comme ça que ça réussit, mais avec la recherche, on continue à trouver des moyens à faire encore mieux. Et ce qu'on regarde comme espoir, c'est que si un jour M. Simoneau se remet à progresser, mais il y a d'autres traitements qu'on peut offrir par la suite. Alors, on parle de chimiothérapie. Il y a d'autres sortes de chimiothérapie qui existent après la chimiothérapie qui était reçue. Il y a d'autres médicaments qui existent. Alors, on garde un espoir, mais ce qu'il faut être honnête et réaliste, c'est que c'est une maladie incurable. Alors, il faut être honnête que c'est une maladie incurable, mais graduellement, avec tout ce qu'on fait, on est en train de prendre une maladie qu'on ne peut pas guérir et faire un peu comme on a fait avec le diabète, qu'on ne guérit pas encore aujourd'hui, mais qu'on a rendu une maladie chronique où ce que les gens peuvent vivre plusieurs années. Pensez-y juste, il n'y a pas si longtemps, le sida, c'était un certificat de mort. Maintenant, on traite des patients qui sont HIV positifs avec une espérance de vie le même que quelqu'un qui n'a jamais attrapé la maladie. Alors, c'est vraiment vers là si on cherche juste à guérir et qu'un patient rentre et qui dit « Si vous ne pouvez pas me guérir, je ne veux rien savoir », ça, c'est malheureux. Parce que ça enlève tout espoir de pouvoir offrir une longévité, mais aussi une qualité de vie, parce que c'est très pénible quand les patients, malheureusement, échouent au traitement. Donc, pour retenir, la qualité de vie, c'est important dans toute cette équation-là. C'est toute une balance qu'il faut faire. Hein? On entend que quand on donne 3 médicaments dès le début, c'est mieux, mais ça dépend du patient, ça dépend de sa maladie, c'est pas toujours mieux. Donc, c'est toute la finesse de voir, bien, chez qui c'est mieux de se retenir un peu puis de traiter plus tard, de traiter avec des modalités qui sont plus douces, entre guillemets, parce que la maladie nous a montré qu'elle était beaucoup plus indolente versus d'autres patients où on a des preuves que la maladie est beaucoup plus agressive ou beaucoup plus à risque, où là, on peut proposer des traitements à plusieurs angles et on va espérer d'avoir des bénéfices. Fait que c'est important de bien comprendre cette distinction-là. Absolument, absolument. Donc, M. Simoneau qui a témoigné a eu la combinaison des 3 traitements, mais ce n'est pas une combinaison qu'on va offrir à tous les patients. Il y a des patients qui n'ont pas besoin de ça. Quand on fait la clinique de cancer de la prostate, il n'y a pas 2 patients qui sont pareils. Donc, il faut vraiment personnaliser le traitement, ne pas trop en donner, savoir quand en donner, et tout à fait. On les empêche de parler ensemble dans la salle d'attente parce qu'on ne veut pas qu'ils commencent à dire pourquoi lui et moi, pas moi, etc. Hein? C'est ça qu'il y a toutes les grandes vitres. On sépare les patients. On les met chacun dans une salle et on dit vous ne parlez pas aux autres. Hein? Excellent. Merci. Merci beaucoup à vous 3.
On est déjà rendu à la période de questions. Ça va très vite. Alors, j'aimerais remercier toutes celles et ceux qui ont déjà soumis leurs questions. Là, je sais qu'elles sont sur la tablette. Je vais l'ouvrir dans un instant. N'oubliez pas que je vais vous donner donc, je vais vous rappeler un peu notre façon de fonctionner pour les questions. On va tenter d'alterner donc entre les questions déjà reçues lors des inscriptions, celles posées par le public en salle, et sinon les questions qui seront posées sur les Facebook Live. Donc, on va prioriser les questions plus générales, évidemment, pour que ça puisse être le plus pertinent possible pour tout le monde. Et on va essayer de répondre au plus de questions possibles dans le temps qu'on a. Pour ceux et celles qui sont présents en salle, je vous prie de lever la main si vous voulez intervenir, poser une question. J'ai une de mes collègues qui va se promener dans la salle pour pouvoir aller vers vous avec le micro. Alors, on va débuter avec une question qu'on avait déjà à l'inscription et je sais que c'est une question qui est revenue plusieurs fois. Donc, quand le lutetium, j'espère que je le dis comme il faut, quand le lutetium sera-t-il disponible au Québec? La question. La question. Donc, le lutetium, c'est quoi? Le lutetium, c'est un de nos nouveaux traitements en cancer de la prostate. C'est un traitement qui est très intéressant, qui est donné aussi en collaboration avec nos collègues en médecine nucléaire. Donc, c'est un traitement radioactif qu'on va aller attacher à une petite protéine et qui va aller directement attaquer la cellule cancéreuse de la prostate, qu'elle soit au niveau de la prostate, des ganglions, des os, en fait, n'importe où la localisation est. Faut savoir que ce n'est pas un traitement déjà qui s'applique à tout le monde. Il y a certains cancers de prostate qui ne vont pas être candidats, qui ne vont pas capter ce médicament-là. Même si on leur donne par les veines, le médicament ne va pas pouvoir rentrer dans la cellule cancéreuse. Donc, il y a déjà une présélection qui est faite par un examen, ce qu'on appelle un TEP-PSMA. Et si le patient est candidat, il peut avoir ce traitement-là. C'est un traitement pour l'instant qu'on garde pour les patients qui ont déjà passé les différentes autres étapes. Donc, que ce soit par comprimé ou par chimiothérapie, il faut au moins qu'ils en aient un des deux. Et ce traitement-là a démontré qu'il y avait un bénéfice. Pourquoi est-ce qu'il y a tant d'engouement vers le lutetium? Parce qu'on veut toujours des nouveaux traitements en cancer. On est tous contents d'avoir des nouveaux traitements en cancer. C'est un traitement qui a été approuvé par Santé Canada, qui est approuvé dans différentes provinces. Il est dans les dernières étapes d'approbation pour qu'il soit disponible et remboursé par la RAMQ. Alors, je ne suis pas dans le secret, mais je pense que c'est le prochain traitement qui devrait arriver dans les prochains mois. Oui, non, c'est ça. Mais il n'y a aucun médicament qui va être la panacée. Alors, il y a un engouement, il y a une excitation parce que ça plaît à l'esprit de viser les cellules cancéreuses de façon spécifique. Mais comme Dr. Amilou dit, il y a des cancers qui ne vont absolument pas répondre. Et alors, c'est vraiment aussi de personnaliser pour être sûr que quand on est rendu là, des fois, la chimiothérapie va être une meilleure option que le lutetium. Alors, il y a des fois des patients qui nous appellent et disent « Pourquoi je ne peux pas l'avoir? Pourquoi ce n'est pas disponible? » Et des fois, on va regarder leur cas et on va dire, même si c'était disponible, ça ne serait pas une option pour vous parce que votre cancer risque de pas de tout répondre à ce traitement-là. Et il faut aussi être honnête. Pour certains patients, ça peut être exceptionnel. Pour d'autres, ça peut prolonger de quelques mois la survie. Alors, d'être réaliste est très important pour chaque traitement, mais ça prête à l'esprit de pouvoir prendre un produit radioactif qui va aller viser les cellules cancéreuses. Malheureusement, le cancer est très intelligent. Il trouve toutes sortes de moyens pour se transformer, pour ne pas être reconnaissable à notre missile. Alors, c'est ça notre défi. Alors, c'est de là que ça vient des fois des combinaisons. Ça, c'est encore en recherche de combiner des choses avec ce fameux lutetium. M. Kouakou faisait mention du lutetium parce que c'est un protocole avant la chimiothérapie. Pour l'instant, quand ça va être approuvé, ça va être seulement après avoir eu la chimiothérapie pour le cancer de la prostate. Très bien, merci. Est-ce quelqu'un qui se lance? Oh, on a une personne ici. Une autre. Je vais, monsieur ici, est-ce qu'on a un micro? Ma collègue s'en vient vers vous. On veut pas qu'elle tombe. Non, on veut pas qu'elle tombe. J'ai pas vu c'était qui. Ah, monsieur ici, juste ici. Oui. Bonjour, ma question est toute simple. Quelle différence qu'on doit faire entre un traitement de radiothérapie qui se donne une fois par semaine sur 5 semaines et l'autre qui se donne 5 jours par semaine sur 4 semaines?
En fait, les deux sont reconnus pour être équivalents en termes d'efficacité. L'idée, c'est vraiment, quand on donne des traitements une fois par semaine ou 2 fois par semaine en 5 séances, on comprend que chaque traitement va avoir une dose plus forte. Donc, si un patient qui a une prostate particulièrement joufflue, on va avoir un peu plus de risque qu'il y ait une enflure puis qu'il y ait un blocage du passage des urines qui nécessite d'avoir une sonde urinaire, ce que les patients en général ne souhaitent pas. Donc, on préfère souvent avoir des traitements plus petits, étalés sur plus longtemps quand le risque jugé par des symptômes préalables puis la taille de la prostate est jugé un peu trop grand. Fait que puis l'autre chose, ça dépend aussi de la disponibilité de la technique. La technique est un petit peu plus, je dirais, moderne là, ou plus récente. C'est pas tous les centres de radiothérapie au Québec qui vont faire le traitement en 5 séances parce que vu que c'est des doses plus fortes, il faut vraiment faire plus attention aux tissus qui sont autour. Eux autres non plus, ils n'aiment pas ça, des trop grosses doses par fraction. Fait que c'est une technique qui fait appel à plus de technologie, qui est un petit peu plus précise. Mais encore une fois, c'est pas tant le cancer lui-même qui va dicter ce que le patient va recevoir, mais plus les autres caractéristiques du patient en dehors là, du cancer lui-même. Merci, monsieur. Une question en ligne. Alors, pouvez-vous nous parler de la curithérapie de rattrapage? C'est encore un traitement qui est pas nécessairement offert de façon très fréquente parce qu'il faut comprendre que quand on parle de curithérapie de rattrapage, en général, c'est des patients qui ont déjà eu de la radiothérapie à dose importante, là, radicale, sur la prostate, et qu'après, ils ont une récidive, donc ils ont une augmentation de l'APS. Et là, on fait tous les tests pour voir où sont les cellules qui sont responsables de l'augmentation du marqueur, là, du PSA, l'APS. Puis si on ne voit pas de métastase nulle part, puis qu'avec tous nos examens, on peut être assez confortable que la récidive est strictement localisée dans une petite portion de la prostate, donc on comprend que c'est des patients très, très sélectionnés. Là, on peut offrir des traitements où on va aller insérer sous anesthésie, là, je le dis avant, des aiguilles à l'intérieur de la prostate par le périnée, puis il y a une petite source radioactive qui va voyager à l'intérieur de ces aiguilles-là creuses, là, puis qui va aller donner de la radiation à l'intérieur, mais juste à l'endroit où il y a la récidive. On comprend qu'on ne peut pas donner un deuxième traitement radical parce que les organes autour n'aimeront pas ça, mais si c'est très focalisé puis qu'on est assez convaincu qu'il y en a juste là, même si on ne peut jamais être convaincu à 100%, c'est un traitement qu'on peut considérer. Merci. Une question en salle. Monsieur, est-ce que... Oui, d'abord monsieur, puis ensuite le monsieur à côté. Oui, merci. Je suis très content, mais je suis un nouveau Québécois, donc désolé, je parle un peu de français. La première question, si une personne a cancer de la prostate et aussi l'enlarged prostate, c'est une complication ou l'intervention, c'est différent pour cette raison? Alors, c'est très souvent les deux ensemble. C'est la prostate grossit en vieillissant. Alors, presque tout le monde qui a un cancer de la prostate est à l'âge d'avoir une prostate qui a grossi. Alors, on traite souvent les deux. Si c'est très, très gros, mais ça peut amener à un peu plus de complications quand on va les opérer ou donner de la radiothérapie. Mais généralement, c'est assez faible comme problème d'avoir une hypertrophie bénigne de la prostate, parce que ce que monsieur décrit, c'est le grossissement normal avec le vieillissement, qui peut être assez substantiel chez certains patients. Mais là-dedans, il peut y avoir du cancer. Et il n'y a pas de lien entre les deux. C'est pas parce qu'on a une prostate qui est grosse qu'on est plus à risque de faire un cancer, et vice-versa. C'est pas parce qu'on a un cancer que notre prostate va nécessairement être plus grosse que quelqu'un qui n'a pas de cancer.
Mais ce qui aide, c'est que si on a des symptômes, des fois, on va être plus sujet à aller consulter. Alors, ça donne l'impression que des patients qui ont des symptômes, on trouve plus de cancer, mais souvent, c'est quand ils ont des symptômes, ils sont plus inquiets, ils vont consulter. Ce qui est le défi, c'est les gens qui n'ont aucun symptôme et qui disent, moi, si j'ai pas de symptômes, je ne consulte pas, comme une auto, pour faire des check-ups quand ça va bien. If it ain't broke, don't fix it. Mais pour le cancer de la prostate, des fois, il faut checker avant qu'on ait des symptômes parce que, comme mon collègue a dit, on n'a pas toujours des symptômes. Mais pour répondre à votre question, c'est très rare que ça va empêcher un traitement, sauf peut-être la curithérapie. C'est ça. Il y a des options qui peuvent peut-être pas être offertes, comme par exemple ce qu'on disait tantôt, de mettre des billes radioactives dans la prostate. Si la prostate dépasse un certain volume, bien, c'est plus faisable parce qu'il faut quand même se rendre. Puis là, il y a l'os qui fait une interférence. Bref, c'est plus des questions techniques qui font qu'il y a des options qui peuvent ne pas être possibles ou qu'on peut être obligé de les donner sur plus de traitements, mais le traitement va quand même être très efficace et on s'arrange pour qu'il soit bien toléré. Merci. Merci, monsieur. Je m'excuse, je vais te donner le droit de parler. Oui, parce qu'on a beaucoup de questions. Merci beaucoup. Merci, madame. Un mot de félicitations et puis une question. D'abord, félicitations à votre équipe. C'est formidable ce que vous faites. Moi. C'est facile de se réveiller le matin et travailler avec des gens comme ça, hein? Oui. Vous êtes jaloux, hein? Oui. C'est extraordinaire de travailler avec des... C'est formidable. Je voudrais aussi remercier M. Chiquan du groupe de soutien, parce que c'est grâce à lui. Il est dans la salle, j'imagine. Il est là, en arrière. C'est grâce à lui et au groupe de soutien que je suis ici ce soir. Donc, je veux lui être très reconnaissant de m'avoir mis en piste. Ma question, c'est comment peut-on contribuer financièrement à la recherche? Non pas en général, est-ce possible de contribuer à la recherche qui est dédiée au développement des connaissances dans le domaine que vous couvrez, c'est-à-dire le cancer de la prostate? Si oui, pouvez-vous nous dire comment et où s'adresser? Et s'il s'agit seulement de contribuer at large à la recherche en santé, je pense que ce n'est pas exactement la même chose que ce que je souhaite pouvoir évoquer avec vous. Merci de m'entendre. Ça fait plaisir d'entendre. Naturellement, une bonne partie du temps qu'on passe en recherche, c'est de rechercher des fonds pour faire de la recherche. C'est la réalité et il y a des institutions qui vivent avec des millions et des milliards de dollars. Et au Canada, on fait beaucoup avec beaucoup moins. Les Américains sont jaloux avec ce qu'on réussit à faire avec beaucoup moins de ressources. Alors, on peut être fier. Le Canada est toujours en haut de la liste en termes de qualité par rapport à notre petite population pour contribuer à l'échelle mondiale. Et ça, on le voit régulièrement. Alors, tout effort, ça va nous faire un plaisir d'essayer de voir comment on peut travailler ensemble. Et à qui doit-on s'adresser? À elle. C'est notre directrice générale de l'Institut de cancer. Merci, monsieur. Alors, je vais aller avec une question d'une personne qui s'était déjà inscrite, hein, parce que là, on fonctionne avec trois endroits où il y a des questions qui ont été posées. Avoir des kystes sur les testicules amène-t-il un risque de cancer? Non. C'était simple, hein? Mais c'est parfait. C'est parfait. Il y a beaucoup d'hommes qui sont inquiets d'avoir un cancer, soit du testicule ou ailleurs. Le seul avantage de vieillir, c'est le cancer du testicule est presque inexistant après 30 ans. Alors, il faut avoir un avantage de vieillir. Et un des avantages, c'est que le cancer du testicule devient pas un problème. Et des kystes sont absolument fréquents, mais aucun lien avec le cancer du testicule ou le cancer de la prostate.
fais bien des blagues, là, mais donc, on n'a pas d'inquiétude à avoir nécessairement. OK, alors, une question en Facebook Live. Qu'est-ce que le score de Gleason? Gleason, c'est bien comme ça qu'on le prononce? Le score de Gleason, c'est un des facteurs qu'on va prendre en compte pour établir le risque du cancer. Au tout début, on disait que quand un cancer est localisé, on va regarder s'il est de faible risque, on peut seulement le surveiller. S'il est de risque intermédiaire ou de haut risque, à ce moment-là, nos patients vont être dirigés pour rencontrer nos 2 collègues en neurologie et en radio-oncologie pour avoir soit une chirurgie ou de la radiothérapie. Une des manières de classer le cancer, c'est le score de Gleason. C'est un score qui est établi par nos collègues pathologistes. Donc, au microscope, ils vont regarder la cellule cancéreuse et ils vont regarder à quel point la cellule, elle prolifère rapidement, elle pousse rapidement. Si elle est plus agressive, ils vont mettre un score. Donc, quand on est à 6 sur 10, c'est dans les plus faibles. Jusqu'à 10 sur 10, c'est les plus élevés. C'est un des facteurs parmi d'autres facteurs qu'on prend en compte. Il n'y a pas juste le score de Gleason, il y a aussi la taille du cancer, puis il y a le chiffre du PSA aussi. Excellent, merci. Est-ce que j'ai une question en ligne? Monsieur ici? Merci. Bonsoir. Ma question, on va essayer de la faire simple. Suite à une prostatectomie radicale et ensuite 33 traitements de radio, quel est l'apport d'une dose d'hormonothérapie quelques mois plus tard qui va s'étendre sur encore quelques mois? Merci. Je m'excuse. Combien d'hormonothérapie on va avoir? Ben, il y en a 2 en tout pour une période de... Oh, excusez-moi. Il y a 2 doses d'hormonothérapie. Il y en a une au tout début des traitements de radio. Et puis là, il y en a une qui va s'étendre, par exemple, début décembre, alors que les traitements sont terminés depuis 2 mois. Oui. C'est parce que, comme Dr Lambert parlait, c'est 6 mois. Alors, il y a des formulations de 6 mois, il y a des formulations de 3 mois qu'on prend 2 fois. Mais le plus fréquemment, peut-être Dr Lambert peut... Bien, en fait, l'idée, c'est que tout vient des études, de la recherche, puis... Auparavant, on donnait seulement que la radiothérapie toute seule, puis on s'est rendu compte avec la recherche que quand on combinait l'hormonothérapie avec la radiothérapie pour certaines catégories de patients, encore là c'est pas one size fits all, il y avait un bénéfice, c'est-à-dire qu'il y avait plus de gens qui avaient une réponse, étaient en rémission à plus long terme. Quand on regardait les différents paramètres, là, ils vivaient plus longtemps, ils vivaient mieux, ils récidivaient plus tard. Donc, c'est vraiment l'idée de combiner différents types de traitements qui fait qu'on attaque les cellules de différents angles et qui ont moins de chances de se faufiler. C'est un peu ça l'idée. Merci. Une autre question en salle, monsieur ici? Oui, le micro s'en vient. Ça ressemble un peu à la question de monsieur ici. Vous avez émis l'hypothèse que l'Eligard seul était plus ou moins efficace. Je ne sais pas trop quoi. Je veux juste éclaircir cette chose-là parce que moi, je suis sous Eligard seulement depuis le 2e 6 mois, la 2e session de 6 mois. Et est-ce que c'est du cas par cas ou s'il peut être efficace seulement ou il doit nécessairement maintenant être utilisé avec un autre médicament que vous avez mentionné? Excusez, monsieur. C'est certainement du cas par cas, puis c'est justement quand j'ai parlé au début, puis j'ai pris l'exemple de M. Simoneau avec la combinaison des 3 médicaments qui est meilleure. C'était meilleur dans le cas de M. Simoneau. Donc, comme on l'a dit, des fois, ça va être un médicament, 2 médicaments, 3 médicaments, des fois ensemble, des fois un après l'autre. Donc, ça dépend vraiment des cas, monsieur, certainement. OK. Donc, c'est le médecin qui va juger si on doit recevoir le... Selon, effectivement, le cas, tout à fait. OK. Merci beaucoup. Alors, le médecin est basé sur la situation. Il y a beaucoup de gens qui prennent juste de l'hormonothérapie, comme Eligard ou Lupron ou Zoladex. Après prostatectomie radicale. C'est ça. Ça va être la norme pour ces gens-là. OK. Merci beaucoup. Mais en présence de métastases, là, on va avoir tendance à faire de l'hormonothérapie plus quelque chose d'autre si on voit des métastases aux os ou ailleurs. C'est qu'on a vu que le PSA... Si c'est juste le PSA, la norme actuellement... Parce que je pensais, à vous entendre, que c'était plus efficace, ce médicament-là. Non, OK, ça l'est, c'est ce que je voulais savoir. C'est toujours la base du traitement. Parfait. Ça peut être assez, et des fois, on a besoin d'en rajouter d'autres. Parfait, merci beaucoup. J'ai une chaleur en ce moment. Comme on dit. Oui, c'est ça, non. Il ne faut pas vous en donner plus.
Le temps file vraiment beaucoup. Alors, je vais prendre une dernière question qui était dans les questions inscrites, puis une dernière question en ligne de monsieur. Après, malheureusement, je vais devoir clore. Ça va trop vite. Alors, une question qui est un peu différente, mais qui est sortie dans les inscriptions. Comment puis-je accompagner mon époux qui a un cancer de la prostate? C'est une très bonne question. Donc, le cancer, ce n'est pas juste la personne qui le vit, c'est l'entourage qui le vit aussi, du début, au cours du processus, des fois jusqu'à la fin, même après la fin, des fois. Donc, on invite toujours les familles, selon les désirs du patient, bien sûr, à ce qu'ils soient présents. On essaie de soutenir, de donner les explications, les informations autant que possible. On a la chance aussi d'avoir des professionnels qui travaillent avec nous, donc déjà nos infirmières pivots qui sont très présentes pour donner des informations aussi qui peuvent aider par rapport au réseau en général. Donc, souvent, les patients vont sortir de notre bureau, puis vont aller rencontrer l'infirmière pivot à côté, puis vont sortir avec encore plus de renseignements. Il y a nos psychologues, il y a des associations de soutien de patients qui sont très importants pour le patient et pour leur famille. Et il y a sûrement beaucoup d'autres options encore. Oui, puis une chose que je vois beaucoup aussi, des fois, un a tendance à vouloir protéger l'autre. Je suis pas venue avec mon conjoint, ma conjointe, parce que je voulais pas qu'elle entende ou qu'elle s'inquiète ou des choses comme ça. Ou encore, on a des enjeux au niveau de la vie sexuelle, mais on n'en parle pas nécessairement. Donc, je pense que la communication, d'être là tous les deux, d'entendre les mêmes choses, d'être présent, c'est toujours un plus quand je vois arriver mon patient, sa conjointe n'est pas là. Des fois, je me dis, la conjointe va peut-être être plus inquiète parce qu'elle n'a pas entendu ce qui se veut rassurant jusqu'à un certain point. Donc, d'être ensemble, c'est toujours, je pense, gagnant. Puis de communiquer beaucoup entre nous des inquiétudes qu'on a par rapport aux effets secondaires, ça peut aussi être très aidant. Et j'ajouterais que ce qu'on a réalisé, il y a beaucoup de fatigue avec tous les médicaments qu'on utilise. Et la fatigue, le meilleur traitement qu'on a trouvé pour la fatigue, c'est l'exercice, c'est le mouvement. Alors, les époux ou les épouses peuvent être extrêmement utiles d'encourager. Ce qu'il ne faut absolument pas faire, c'est de dire, si vous êtes fatigué, repose-toi, mon chéri. Il faut donner des coups de pied dans le derrière. Il ne faut pas être gentil. Il faut encourager de bouger. Et on a trouvé que l'exercice, non seulement ça aide la qualité de vie, mais on pense peut aussi avoir des effets anticancéreux avec des études qu'on a fait. Alors, il faut vraiment, et ça, en couple ou en famille, d'encourager, des fois même une bicyclette stationnaire si on a peur de sortir parce qu'il y a de la glace. Il faut vraiment bouger et on a trouvé aucun remède aussi bon que l'exercice pour contrecarrer tous les effets de l'hormonothérapie et tout le reste. On trouve son exercice qui fonctionne pour nous, puis on le fait. Ouais. Monsieur, une dernière question en salle. Zineb, tu veux aller voir monsieur avec le micro, s'il te plaît? Oui. Bonsoir, merci pour tout. Moi, en fait, au départ, j'avais un PSA de 27, puis j'avais chose agressive, glycine 9 sur 10. Donc, je n'ai jamais dit à mon épouse pour ne pas l'inquiéter. Maintenant, j'ai eu 20 radiothérapies, puis 1 an et demi de hormonothérapie. C'est terminé en décembre. Je suis toujours inquiet à cause de mon chose de 9 sur 10. Mon PSA est à 0 présentement. Est-ce que je dois m'inquiéter sur ce mot de glycine-là de 9 sur 10 aussi? C'est ça que je pense tout le temps. Je pense que vous avez le suivi nécessaire. S'inquiéter, il faut toujours s'inquiéter. Hein? La vie est une maladie mortelle transmise sexuellement. Alors, il faut toujours s'inquiéter, mais je pense qu'il faut vivre. On ne peut pas changer ce qui est passé. Actuellement, ça va bien. Et même si ça ne va pas aussi bien, il faut garder espoir. Il y a beaucoup de choses à faire. On ne peut pas parler de chaque cas individuellement, mais vous avez l'air d'avoir eu les traitements qui ont été établis comme étant le standard pour vous. Moi, Merci. Mes cliniques sont pleines de patients comme vous que je suis depuis 15 puis 20 ans. Elle fait autant de psychothérapie que radio-oncologie. Je fais des câlins aussi. Ah! Je viens la voir quand je suis... Même à vous? Ah oui.
Bon, écoutez, quelle belle façon de clore notre soirée. J'aurais voulu que ça dure plus longtemps, vous aussi, j'en suis certaine. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci, Dr. Amilou. Merci, Dr. Lambert. Merci, Dr. Sad. Merci infiniment. Alors, je tiens également à remercier les gens qui nous suivaient sur les Facebook Live à la maison. Merci d'avoir été là. Je tiens également à vous réitérer que le groupe de soutien a toujours besoin de bénévoles et vous pouvez aussi joindre le groupe de soutien. Les coordonnées apparaissent derrière moi et à l'écran pour les gens qui sont en Facebook Live. Alors, évidemment, permettez-moi, d'une soirée comme ça s'organise avec plein de monde, plein de beaux mondes qui contribuent de façon différente. On a des partenaires financiers sans qui ça n'aurait pas été possible. Permettez-moi de les remercier, de les nommer. Donc, merci à AbbVie, Amgen, Astellas Pharma, AstraZeneca, Bayer, Janssen, Tercera Canada et Tolmar. Merci évidemment à tous nos intervenants, aux gens qui ont accepté de participer donc à des témoignages. Merci aux gens du groupe de soutien. Un merci spécial à M. Claude Chicoine, il a été mentionné tantôt. Merci infiniment, M. Chicoine. Merci à Pasquale Palumbo, M. Philippe Martin, M. Luc Meilleur du groupe de soutien. Oui, vous pouvez les applaudir. Merci également à Lise Petitgrou, directrice de la Fondation Virage. Merci à mes collègues immédiates de l'Institut du cancer de Montréal. Elles sont toutes avec vous. Elles étaient au kiosque à l'entrée. Merci à l'équipe du CHUM. Merci à l'équipe de bénévoles du groupe de soutien. Merci également aux spécialistes qui ont offert leurs conseils au kiosque qui était dans l'entrée juste avant la conférence. Et finalement, merci évidemment à nos 3 personnes qui ont témoigné, M. Meilleur, M. Kouakou, M. Simoneau. Je l'ai dit tantôt, mais je le redis, ça vaut la peine. Merci à tous. Bonne soirée. À l'année prochaine. Merci.